L'an 1957. Sur la table d'un antiquaire genevois, un fin parchemin prend place. Encre pâlie, bord friable, écriture latine sinueuse. Y est cartographié le monde tel qu'on le concevait au milieu du XVe siècle. Mais à l'ouest, au-delà du Groenland, une île y est distinctement tracée, une terre qu'aucune carte de l'époque n'aurait dû représenter. La légende ne laisse aucun doute. Vinlanda Insula, l'île de Vinland. La datation est formelle. Environ l'an 1440, soit un demi-siècle avant Christophe Colomb. Ce parchemin n'était pas qu'une simple carte. C'était une pièce à conviction inattendue, une preuve bouleversant l'intégralité de l'histoire des grandes découvertes. Cette trouvaille a contraint les historiens à revisiter une question capitale. Les sagas scandinaves, narrant une terre au-delà de l'océan, n'était-elle qu'un simple folklore, ou bien le compte-rendu précis de l'expédition la plus audacieuse du Moyen-Âge? C'est à cet instant précis que le dossier du Code Viking a été rouvert. La fin du Xe siècle. Pour 99% des Européens, le monde se réduisait à un espace minuscule, clos et terrifiant. Ses frontières n'étaient pas tracées par la géographie, mais par la peur. L'océan Atlantique n'était pas une étendue d'eau, mais bien la mer des ténèbres, l'ultime frontière au-delà de laquelle débutaient les royaumes des monstres et l'abîme menant aux enfers. Les cartes de l'époque n'étaient pas tant des instruments de navigation que des traités théologiques, où Jérusalem trônait au centre de toute chose et où des dragons peuplaient les terres inconnues. La navigation était exclusivement côtière. De cap en cap, le littoral toujours en vue. Perdre la terre de vue, c'était se perdre soi-même, irrémédiablement. Mais au nord, aux confins glacés de la civilisation, existait un peuple pour qui la mer n'était pas une barrière, mais un chemin, les Scandinaves. Leur exil de leur terre natale était dicté par le manque de terres arables et des luttes internes féroces. Leurs dracars, navires aux lignes basses, rapides et agiles, constituaient l'outil parfait de leur expansion. Ils avaient déjà colonisé l'Islande, une prouesse impensable pour le reste de l'Europe. Ils ne craignaient pas la haute mer. Ils avaient appris à en décrypter les signes, le vol des oiseaux, la couleur des nuages, le comportement des baleines. Durant les années 980, Éric le Rouge, alors exilé, franchit un nouveau cap vers l'inconnu en établissant une colonie au Groenland. Ce n'était pas la terre promise. C'était un avant-poste aux confins du monde, s'accrochant désespérément à la vie sur une étroite bande de verdure au milieu des glaces éternelles. Les liens avec le reste du monde étaient ténus et irréguliers. Pour les colons groenlandais, l'avenir s'annonçait rude. Ils avaient atteint leurs limites. Au-delà, seule l'immensité glaciale. C'est dans cette atmosphère de désespoir que naquit une nouvelle légende. Un marin nommé Bjarni Herjolfsson, dérouté de sa trajectoire vers le Groenland, aperçut à l'ouest une terre inconnue. Une terre couverte de forêts, plane et verdoyante. Il ne s'y arrêta pas, pressé d'atteindre sa destination, mais son récit devint la graine qui tomba en terre fertile. La forêt. Au Groenland, où la moindre bûche était un trésor inestimable, ce mot résonnait comme la promesse du paradis. Leif, le fils d'Éric le Rouge, écoutait ces récits. Il se tenait sur la rive du fjord, le regard tourné vers l'ouest, là où le soleil froid se couchait au-delà de l'horizon. Derrière lui, la colonie oscillait au bord de la survie. Devant lui, l'océan, dont les cartes demeuraient muettes, et le témoignage d'un seul homme. Le vieux monde, avec ses peurs et ses frontières, vivait ses dernières heures. La décision était presque prise. Vers l'an 1000 de notre ère, Leif Erikson pose le premier jalon. Il ne construit pas un nouveau navire, ne rassemble pas une armada. Il retrouve Bjarni Herjolfsson et rachète son Knör, ce même navire qui avait aperçu le rivage inconnu. Cet acte n'est pas une simple transaction, c'est un passage de flambeau. Leif rassemble son équipage.
35 hommes, les marins les plus aguerris et les plus audacieux du Groenland. Leur objectif est simple, mais d'une folle audace. Retracer l'itinéraire de Bjarni en sens inverse et poser le pied sur cette terre qu'ils n'avaient fait qu'entrevoir au loin. Reconstituer ce voyage, c'est reconstituer une navigation à l'aveugle. Ils n'avaient ni carte, ni boussole. Leur seule feuille de route, le récit oral de Bjarni, le soleil, les étoiles et une compréhension intuitive et profonde de l'océan. Le Kneur quitte l'appontement d'Eriksfjord et met cap à l'ouest. Les jours s'écoulent en une succession monotone et grise. L'eau, le ciel, le brouillard. Des montagnes de glace dérivent silencieusement, tels les débris d'un autre monde. La question primordiale, celle qui aurait assailli tout marin de leur époque et sonnerait aujourd'hui comme un arrêt fatal, s'impose. Comment diable savaient-ils où ils allaient? Comment, dans ce chaos sans limite, pouvaient-ils maintenir le cap? La première terre qu'ils découvrent est une déception. Une côte stérile et rocailleuse, recouverte de glaciers. Leif la nomme Helluland, la terre des pierres plates. Ce n'est pas la terre des récits. Pas de vie, pas d'avenir ici. Il ne s'y attarde pas. Le navire reprend la mer, cinglant vers le sud, longeant une côte invisible. La seconde halte, Markland, la terre des forêts. Là, ils découvrent enfin ce pourquoi ils avaient navigué. Des forêts à perte de vue, une source inépuisable de bois capable de sauver la colonie groenlandaise. La mission, en apparence, est accomplie. Tout pragmatique aurait fait demi-tour, ces cales remplies de ce bois précieux. Mais Leif Erikson va plus loin. Ce moment précis transforme l'expédition d'une quête de ressources en une véritable exploration. Il recherche quelque chose de plus grand, et il le trouve. Après quelques jours de navigation supplémentaire, il pénètre dans une baie tranquille. Le climat y est nettement plus doux qu'au Groenland. Les rivières regorgent de saumons, d'une taille qu'ils n'avaient jamais vue. Les prairies sont couvertes d'herbes grasses, et surtout, dans les forêts, ils découvrent du raisin sauvage. Ce détail les marque à tel point que Leif nomme cette terre Vinland, la terre du vin. Ils y érigent un campement temporaire, quelques maisons longues, pour passer l'hiver. Ils ne se sont pas contentés de débarquer. Ils ont fondé la première colonie européenne du Nouveau Monde. Ce n'était pas un incident anodin. À l'instant même où la première hache viking s'enfonce dans un arbre américain, un bouleversement tectonique se produit dans l'histoire de l'humanité. Un bouleversement dont le monde lui-même ne prendra conscience qu'un millénaire plus tard. Au printemps suivant, Leif Erikson retourne au Groenland. Son Kneur navigue lourdement. Ses cales chargées non pas de récits, mais de preuves tangibles. Des grumes de bois d'œuvre et des grappes séchées de raisins sauvages. Pour la colonie, où le bois était plus précieux que le fer, cela équivalait à la découverte d'une mine d'or. La réaction à Eriksfjord n'est pas le choc d'une révolution géographique, mais un enthousiasme purement pragmatique. Ils n'avaient pas découvert un nouveau continent. Ils avaient trouvé une base de ressources. La nouvelle du Vinland entame son lent voyage. Elle se transmet de bouche à oreille lors des Thing en Islande. Elle est racontée par les marchands dans les ports norvégiens. Elle ne devient pas une sensation. Pour le monde scandinave, habitué à l'expansion, ce n'est qu'une histoire de plus sur une énième terre à l'ouest, lointaine, dangereuse et potentiellement lucrative. Dans les années qui suivent, de nouvelles expéditions sont menées. Thorvald, le frère de Leif, y périra sous la flèche d'un habitant local, et le commerçant Thorfinn Karlsefni tentera la plus ambitieuse colonisation, qui échouera à cause de conflits avec les populations autochtones que les Vikings nomment les Skraelings. En dehors du monde scandinave, le silence est roi. Pour le reste de l'Europe, dont le centre intellectuel réside dans les scriptoria monastiques et la curie pontificale, ces nouvelles ne sont qu'un vague murmure. Supposons que la rumeur parvienne à un port hanséatique.
Qu'entend un savant moine ou un cartographe vénitien? Le récit d'un marin païen illettré parlant d'une terre du vin au-delà de la mer des ténèbres. Cela résonne non pas comme un rapport géographique, mais comme un mythe, une énième saga barbare d'îles enchantées. Le dogme historique est inébranlable. Le modèle du monde établi, sanctifié par l'autorité de l'Église et des sages de l'Antiquité, ne prévoit aucun continent entre l'Europe et l'Asie. Admettre l'existence du Vinland signifierait remettre en question toute la vision du cosmos. Il était plus simple d'ignorer la source. Le système résiste, rejetant l'information qui ne s'inscrit pas dans son paradigme. L'autorité de Ptolémée pèse plus lourd que les témoignages de 100 navigateurs nordiques. C'est cette incompréhension totale qui crée les conditions idéales pour la conservation du secret. La connaissance du Vinland n'est pas perdue, parce que personne ne la cherche. Elle n'est ni contestée, ni classifiée. Elle est simplement ignorée. Elle demeure l'apanage d'un groupe restreint d'individus aux confins du monde, se transformant progressivement d'informations opérationnelles en folklore. Cela lui permet de subsister dans les sagas, comme dans de l'ambre, intacte mais invisible pour tous les autres. La connaissance ne disparaît pas, elle est archivée. Comment y sont-ils parvenus? Pendant des siècles, la réponse se résume à une seule phrase: un heureux hasard. La science officielle affirme que les Vikings, tels des chatons aveugles, se sont aventurés dans l'océan, naviguant le long des côtes, s'orientant grâce aux oiseaux et espérant une météo clémente. Cette version est commode, mais elle ne résiste pas à l'examen des faits. Des voyages multiples et délibérés entre le Groenland et l'Amérique ne peuvent être une série de coïncidences. Derrière cela, il y a un système. Les Vikings possèdent une arme inaccessible au reste de l'Europe. Et cette arme se compose de 3 éléments. Le premier composant était matériel. Leur navire, le Kneur. Ce n'était pas un simple bateau, mais un chef-d'œuvre de l'ingénierie du Xe siècle. Sa coque flexible, dotée d'un bordage à clin, respirait avec les vagues plutôt que de les combattre. Sa voile unique, de forme carrée, permettait d'exploiter efficacement les vents arrière, et son large pont offrait la capacité d'embarquer suffisamment de provisions et de personnes. Son faible tirant d'eau lui permettait de s'aventurer dans les baies et les rivières peu profondes. Le Kneur était l'outil idéal pour un saut transocéanique, fiable, rapide et autonome. Le deuxième composant était logiciel, les cartes orales. La saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge ne sont pas du folklore pur et simple. Ce sont des protocoles de navigation chiffrés sous forme narrative. Elles contiennent des instructions précises. Naviguer vers l'ouest depuis tel cap pendant 2 jours. Rester au sud des champs de glace. Des descriptions des courants côtiers, des phénomènes météorologiques caractéristiques et même des périodes de migration des baleines. Cette information se transmettait de génération en génération, se transformant en une carte mentale collective de l'Atlantique Nord. Chaque skipper portait dans sa tête toute une bibliothèque d'itinéraires et de points de repère. Mais le troisième composant, le plus technologique, était crucial. L'élément qui transformait les conjectures en certitudes. Les sagas mentionnent la pierre solaire, le Solarstein. Longtemps, cela fut considéré comme une métaphore poétique. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agissait d'un cristal de Spath d'Islande. Ce minéral possède la propriété de double réfraction et agit comme un filtre polarisant. Imaginez un dispositif qui permet de voir l'invisible, la direction des rayons du soleil. La reconstitution de son usage est fascinante. Par temps couvert, lorsque le soleil était entièrement masqué par les nuages, le navigateur sortait son cristal. Il le levait vers le ciel et le faisait pivoter. La lumière polarisée, traversant le cristal, créait un motif spécifique. Au moment où ce motif devenait le plus net ou le plus symétrique,
La pierre indiquait la position exacte du soleil caché, avec une marge d'erreur de seulement quelques degrés. C'était un compas avant l'ère du compas. Un instrument qui offrait un avantage décisif sous des latitudes où le brouillard et la nébulosité sont la norme et non l'exception. Le navire, la carte orale et la pierre solaire. Cette trinité constituait le système de navigation des Vikings. Il était invisible pour les étrangers. Il n'existait pas de documentation écrite, de plans ou d'instruments complexes. Les adversaires n'avaient pas d'antidote, car ils ne soupçonnaient même pas l'existence de cette arme. Ils ne voyaient que des barbares sur des navires primitifs, sans comprendre qu'ils avaient affaire aux représentants de la culture maritime la plus avancée de leur temps. Pendant plusieurs années, le Vinland devint une réalité. La tentative de colonisation la plus ambitieuse fut entreprise par le marchand islandais Thorfinn Karlsefni. Il arriva à bord de 3 navires avec 160 colons, y compris des femmes et du bétail. Ce n'était pas une expédition, c'était un acte de transfert de civilisation. Au début, il semblait que le projet allait réussir. Ils établirent un commerce primitif avec les tribus locales, échangeant du tissu rouge contre des fourrures. Le rêve d'un nouveau Groenland, riche et fertile, était presque devenu réalité. Mais la paix fragile s'effondra. Un incident imprudent, un taureau des colons s'échappa et effraya les autochtones, dégénéra en un affrontement sanglant. Le commerce fit place à la guerre. Ici, à des milliers de kilomètres de chez eux, l'avantage militaire des Vikings, épées et haches de fer, fut annulé par la supériorité numérique et la connaissance du terrain des Skraelings. La colonie se transforma en forteresse assiégée. Au lieu de construire une nouvelle vie, la lutte pour la survie commença. La logique des chiffres était impitoyable. Attaques constantes, pertes, épuisement psychologique. 3 ans plus tard, Thorfinn Karlsefni prit la seule décision qui s'imposait, l'évacuation. Le projet Vinland fut abandonné. Le dernier drakkar quitta les rivages américains et pendant les 500 années qui suivirent, le lien entre les 2 mondes fut rompu. La connaissance de cette découverte ne disparut pas, mais elle s'enfuit, passant du domaine pratique à celui de la mythologie. Elle se transforma en saga, en un récit d'un passé héroïque conté lors des longues soirées d'hiver. Le fil de l'histoire s'était brisé. 900 ans plus tard, au XXe siècle, l'histoire se répéta, mais cette fois sous la forme d'une farce scientifique. La carte du Vinland, cet artefact qui avait relancé l'affaire, fut frappée par sa propre tempête parfaite. Après des décennies de controverses, en 1974, un groupe d'experts indépendants mena une analyse microscopique de l'encre. Le verdict fut sans appel et dévastateur. L'encre utilisée pour dessiner la carte contenait de l'anatase, une forme cristalline de dioxyde de titane, une substance qui n'avait été produite à l'échelle industrielle qu'après 1920. La carte était un faux génial, complexe, mais un faux. Pour le monde universitaire, c'était la fin de l'enquête. La pièce à conviction majeure, celle qui avait bouleversé le monde, était une contrefaçon. Les sceptiques jubilèrent. L'histoire des Vikings en Amérique retournait sur les étagères du folklore. Il semblait que l'affaire était définitivement classée. Le verdict de falsification de la carte semblait avoir clos le débat. Mais en science, comme en histoire, une affaire classée peut être rouverte par une hypothèse audacieuse et hors des sentiers battus. Tandis que la plupart des historiens se querellaient sur la composition chimique de l'encre, l'explorateur norvégien Helge Ingstad et son épouse, l'archéologue Anne Steen Ingstad, firent un coup de maître. Ils déplacèrent le centre de gravité de l'enquête. Leur logique était simple. La carte est peut-être un faux, mais si l'histoire qu'elle illustre était, elle, véridique, ils décidèrent de ne pas vérifier l'artefact, mais la source primaire, les sagas. L'erreur fatale des sceptiques fut de lire les sagas pendant des siècles comme de la simple littérature.
Les Ingstad les lurent comme un journal de bord nautique, comme un manuel d'instruction. Ils émirent l'hypothèse que les descriptions géographiques présentes dans la saga des Groenlandais, Helluland, Markland, Vinland, n'étaient pas de simples images poétiques, mais des marqueurs précis de lieux réels. Forts de cette intuition, ils entreprirent une quête méthodique qui dura des années. Ils explorèrent systématiquement la côte nord-américaine, de Rhode Island au Labrador, comparant chaque baie, chaque cap aux anciens textes. La percée survint en 1960. Un pêcheur local du petit village de Lance aux Meadows, à l'extrémité la plus septentrionale de Terre-Neuve, montra aux Ingstad plusieurs collines envahies par l'herbe que les habitants considéraient comme un ancien campement amérindien. Mais leur forme était étrange. Elle était scandinave. Ingstad comprit immédiatement. C'étaient les contours de longères, identiques à celles fouillées au Groenland et en Islande. L'endroit correspondait parfaitement aux descriptions des sagas. Un port abrité, une rivière poissonneuse où pullulaient les saumons, de vastes pâturages pour le bétail. Les fouilles commencèrent, et la terre se mit à parler. Dessous le gazon n'apparurent pas de simples fondations. Des preuves irréfutables et impossibles à falsifier furent découvertes. Une forge avec des restes de fer des marais, une broche en bronze de facture typiquement norvégienne pour fixer les capes, un fuseau pour filer la laine, des rivets en fer pour la réparation des navires. Ces objets criaient le nom de leur propriétaire. Les populations indigènes d'Amérique ne connaissaient ni la métallurgie du fer, ni la technologie de filage de la laine de mouton. C'était un campement viking. Mais l'argument final, incontestable, fut apporté par la datation au carbone 14. L'analyse du charbon de bois provenant des foyers et du bois travaillé révéla des dates s'étendant de 990 à 1030 après Jésus-Christ. Une correspondance parfaite. À ce moment précis, les sagas cessèrent d'être du folklore pour devenir un document historique. Cette révélation assembla d'un coup toutes les pièces du puzzle en une image cohérente. Les armes des Vikings, leurs navires, leurs cartes orales, leurs pierres de soleil, étaient réels, bloc 5. Leur voyage n'était pas le fruit du hasard, mais une navigation méthodique, bloc 3. La découverte à Lance aux Meadows ne fut pas une simple trouvaille de peuplement. C'était la preuve matérielle qui confirmait toute la logique profonde de leur expansion. La carte du Vinland s'était avérée non pas la clé, mais un simple catalyseur qui avait poussé à chercher au bon endroit. Le véritable code viking fut déchiffré non pas en laboratoire, mais sur le terrain, à la pelle et le texte des sagas à la main. Maintenant que toutes les preuves sont sur la table, nous pouvons reconstituer la chronologie. Cette histoire n'est pas celle d'une découverte fortuite, mais d'un échec systémique. Tout a commencé, effectivement, par une erreur. Une tempête dévia le navire de Bjarni Herjolfsson de sa route, et il aperçut une terre qu'il ne cherchait pas. Mais ce qui s'ensuivit fut une chaîne de décisions précises, mûrement réfléchies. Leif Erikson n'était pas un aventurier aveugle. Il était un vérificateur. Il suivit méthodiquement le compte-rendu oral de Bjarni, pas à pas, cartographiant un nouveau monde dans son esprit. Son itinéraire, reconstitué d'après les sagas et l'archéologie, se présente ainsi, du Groenland vers l'ouest jusqu'à la première terre, rocheuse et recouverte de glaciers. C'est Helluland, l'actuelle île de Baffin. Puis vers le sud, le long d'une côte aux forêts denses. C'est Markland, le littoral du Labrador. Et enfin, encore plus au sud, jusqu'à un point où le climat s'adoucit et où le saumon apparaît dans les rivières. C'est l'extrémité nord de Terre-Neuve, le lieu qu'il nommera Vinland. Le campement qu'il y établit est aujourd'hui connu sous le nom de Lance aux Meadows. Le triomphe de la navigation fut absolu. Ils purent trouver et revenir. L'étape suivante ne fut pas l'exploration, mais la colonisation. L'expédition de Thorfinn Karlsefni fut minutieusement préparée. 3 navires,
plus de 150 personnes, du bétail. Ils établirent un campement au même endroit que Leif. Le premier contact avec la population autochtone fut pacifique et commercial. Les Vikings offraient du tissu, les Skraelings des fourrures. Deux mondes se rencontrèrent pour la première fois et tentèrent d'établir un dialogue. Mais le fossé culturel était trop profond. L'incident avec le taureau, décrit dans la saga, fut l'élément déclencheur. L'incompréhension se transforma en peur, la peur en violence. Un conflit asymétrique éclata. Les Vikings, cuirassés de fer et armés d'acier, étaient pratiquement invulnérables en combat ouvert. Mais les Skraelings n'engageaient pas de combat ouvert. Ils utilisaient des tactiques d'embuscade, leur connaissance du terrain et leur supériorité numérique. Le campement se transforma en un camp militaire sur un territoire hostile. La décision de partir ne fut pas un acte de lâcheté. Ce fut un protocole d'évaluation des risques. La ligne de ravitaillement vers le Groenland était dangereusement étirée. Les pertes augmentaient. La tension constante épuisait les hommes. Karlsefni comprit qu'il était impossible de maintenir cet avant-poste. Le projet n'était ni économiquement ni démographiquement viable. 3 ans plus tard, les colons embarquèrent et partirent pour toujours. Leur victoire fut d'avoir pu atteindre le nouveau continent. Leur tragédie, de ne pas avoir pu y rester. Ainsi fut accompli le plus grand exploit de navigation du Moyen Âge. Et ainsi fut close la première page de l'histoire européenne en Amérique, à peine après avoir commencé. Thorfinn Karlsefni ne ramena pas tout le monde. Sur les rivages du Vinland restaient des tombes, dont l'une abritait Thorvald, le frère de Leif Erikson, tué par une flèche. L'expédition revint au Groenland avec une riche cargaison de fourrures et de bois, mais aussi avec la lourde certitude. Le nouveau monde n'était ni vide ni sans défense. Le rêve d'une colonisation facile se brisa contre une résistance inattendue. Le triomphe de la navigation se transforma en défaite stratégique. Pour la colonie groenlandaise, cet échec fut une sentence à retardement. Le Vinland était leur seule chance d'expansion, la seule source de ressources capable de soutenir une vie fragile au bord du glacier. Ayant perdu cette opportunité, la colonie se retrouva piégée dans son isolement glacial. Le lien avec l'Europe s'affaiblissait, le climat devenait plus rigoureux. 4 siècles plus tard, les Vikings groenlandais disparaîtront sans laisser de traces. Leur grande découverte ne les sauva pas, et son échec, peut-être, précipita leur fin. Pour les populations autochtones, ce fut une victoire. Elles avaient réussi à chasser les envahisseurs à la peau de fer et aux dards d'acier. Elles avaient défendu leur terre. Mais elles ne savaient pas qu'elles n'avaient repoussé que la première, la plus faible des vagues. Elles ne pouvaient imaginer que 500 ans plus tard, d'autres navires viendraient après ceux-là, armés de canons, porteurs de maladies et d'une idéologie de conquête. Leur défense réussie au XIe siècle ne fit que retarder la catastrophe qui éclaterait au XVIe. Ce premier contact ne fut pas qu'une simple escarmouche, ce fut l'ouverture d'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité. Mais la plus grande victime, sacrifiée sur l'autel de cet échec, fut le savoir lui-même. Il ne fut pas détruit, il fut dévalorisé. L'information pratique sur la route transatlantique se transforma en folklore, en une saga héroïque pour les soirées d'hiver. La plus grande découverte de l'époque ne fut pas classée secret, mais simplement oubliée par inutilité. Le triomphe des Vikings fut si prématuré que l'humanité ne put l'assimiler. Et pendant 5 siècles, l'océan Atlantique redevint la mer des ténèbres, cachant sous ses eaux grises tout un continent. Et nous revoilà au point de départ, à cette feuille de parchemin qui arriva sur la table de l'antiquaire en 1957. La carte du Vinland. Elle s'est avérée être un faux, mais un faux d'une telle ingéniosité. Un parchemin authentique du XVe siècle et de l'encre du XXe. Ce n'est pas une simple contrefaçon, c'est une mystification intellectuelle complexe. Et aujourd'hui,
connaissant toute l'histoire, nous posons un regard neuf sur cet artefact. Il n'était pas une preuve. Il était un défi. Un mensonge qui a forcé le monde à chercher la véritable vérité. Et c'est en cela que réside sa grandeur paradoxale. Le véritable héritage de cette enquête, ce n'est pas un parchemin jauni, mais les fondations excavées à Lance aux Meadows. L'archéologie a confirmé ce que les sagas murmuraient depuis 1000 ans. L'histoire des Vikings en Amérique a cessé d'être une hypothèse pour prendre sa place légitime dans les manuels scolaires. Elle ne diminue en rien l'exploit de Colomb, mais le replace dans son juste contexte. Il ne fut pas le premier. Il fut le suivant. Il n'a pas découvert le nouveau monde, il a simplement reconnecté deux mondes dont le lien avait été perdu pendant 5 siècles. Cette histoire prouve que le passé n'est pas un monolithe figé. Il est constamment réécrit, non pas à l'encre, mais par l'appel de l'archéologue et l'analyse en laboratoire. Elle nous rappelle froidement que des chapitres entiers des réalisations humaines peuvent être oubliés, ignorés et effacés par une culture dominante, transformés en folklore et en mythes. Mais la vérité, matérielle et incontestable, possède une étonnante vitalité. Tôt ou tard, elle trouve son chemin jusqu'à la surface. La découverte des Vikings fut prématurée. Leur technologie était en avance sur son temps, mais leur structure sociale et politique ne put soutenir cet exploit. Ils touchèrent à l'avenir, mais ne purent le retenir. Et lorsque nous contemplons les cartes modernes, si précises et définitives, une seule question, glaciale, demeure. Combien d'autres Vinlands, découvertes oubliées, histoires effacées et triomphes passés sous silence, sont-ils dissimulés sous nos yeux, attendant leur archéologue qui osera lire une vieille légende comme un manuel d'instruction ?